C'est quoi ton histoire la plus iconique, wow, boy, que tu es à l'aise de partager sur caméra ici? Sérieux? Je veux la savoir. Je te partage la mienne en retour, si tu veux. OK, on va le dire. Oui, j'ai fait la base des relations de presse, des relations publiques, mais je le répète surtout aux plus jeunes, ce sont des relations humaines que l'on fait. 100%. Puis les relations humaines que l'on développe au fil des ans, et non seulement que l'on développe, mais il faut les préserver, c'est notre bien le plus précieux, les contacts. Si tu réussis à donner une image authentique de toi, tu vas réussir. Et quand tu serais dans un festival, tu ne comptes pas les heures. Donc, on n'est pas toujours payé de l'heure. Alors, donc, si tu comptes, au projet, mais tu m'as vu à Fuego, j'étais là 12 heures par jour. C'est pas aussi payant qu'un avocat, qu'un notaire. Alors, donc, on s'en fout de ça parce qu'on aime ça, que c'est vraiment une question de passion, que c'est vraiment une question d'engagement. C'est ça l'événementiel à la base. Je vais facturer basé sur l'énergie que je mets sur ton projet. Oui, mais c'est à sens que tu peux facturer comme ça. Mais pour moi, le principal, là, c'est de me sentir à l'aise dans un projet. C'est de sentir que je fais équipe avec la personne. C'est de sentir que je peux amener que la personne là. Pour moi, ça, c'est le plus beau défi. Puis c'est la plus belle récompense. Mais en même temps, si je sens que la personne me tape sur les nerfs... Tu charges extra? Non. Même pas. Bye. Tu mentionnes à 40 ans, ça a-tu été cette période-là où est-ce que tu as eu genre une révélation, un genre d'élimination de... Tu sais quoi, ça peut plus être comme ça? Bien, que ça ne peut plus être comme ça, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que j'étais plus heureux à travailler pour moi, seul en choisissant mes clients, que de travailler pour des grosses entreprises très, très connues. Ça ne donne absolument rien. Podcast exposé, 2 femmes que j'ai rencontrées qui font ça, puis sont très à l'aise, puis je trouve ça super intéressant. Encore là, quand tu sors de l'ignorance, puis tu apprends à connaître du monde. Quand tu es à l'aise, justement, parce que il y a des chiffres, je ne pourrais pas te le dire, mais tout le monde regarde la porn. Là. Tout le monde. Tout le monde. Puis même les vestons-cravates que je déteste, vous regardez de la porn. Alors donc, arrêtez de juger. Puis s'il dit qu'il ne regarde pas la porn, là, abandonne cette relation-là, c'est un menteur. Une menteuse. Parce que le sexe, c'est naturel dans la vie. Là. Ben, on dirait genre une personnalité qui me vient, t'as genre un Ric Flair en toi. Felipe! Voilà, si. Yeah, Felipe! Hey, what's up, guys? Mon prochain invité, je suis super heureux de le rencontrer, de l'avoir dans la prochaine chaise. Vous allez voir, c'est un Chilien. Lo chileno, dale para todo y ça. Chile. Dale, Chile, c'est ça? Viva Chile! Viva Chile. Tu vois, les Chiliens, c'est une autre chose. Mais vous allez voir, mon prochain invité, on parle de relations publiques aujourd'hui. Ce dude-là, il est partout. Partout où est-ce que ça se passe, il est là. Vous savez déjà son nom, sûrement. C'est une super un expert de PR, mon gars. 30 ans et plus d'expérience. Felipe Del Pozo. Let's go. Yeah, Latino Gang Gang, merci. Merci de l'invitation. Merci d'être présent. Merci à toi. Merci à toi pour les lunettes. Support local. Yeah, iReligion, gars, vous savez déjà. Vous avez vu la première impression, c'était déjà... Cool. Yo, ça va super bien, là. Merci. On les aime. On les aime. Vous voyez, guys. Mais yo, chileno, ben. Si. Encantant tenerte aquí, on va le faire en français, mais juste pour faire les bonnes introductions. Je suis content d'être ici. Comment ça va? Très bien, très bien. Puis très content. Bravo pour tout. Là. Merci beaucoup. Surtout que j'ai vu les autres podcasts, c'est vraiment intéressant. Tu as développé un bon créneau, alors continue comme ça. Là. Merci. Puis, gars, je te connaissais pas avant, mais définitivement, après avoir fait le tour de ton, vraiment toute ton expérience, ton CV dans le fond, là, je suis comme shit, nice. Je suis carrément impressionné de voir vraiment qu'est-ce que tu fais. J'adore voir les personnes vraiment qui se distinguent, puis en plus latino, comme shit. Je suis fier. Mais c'est drôle parce qu'à l'époque, en toute sincérité, je me sentais bien seul. T'étais-tu le seul latino dans la game québécoise? Comment on peut l'appeler? Média québécois? Je dirais pas le seul parce que je le sais pas officiellement. Mais lorsque j'ai débuté, j'étais pratiquement le seul, oui. Mais sincèrement, la personne, moi, je vais toujours la remercier, je vais toujours la saluer, je vais toujours lui donner tout le crédit qui lui revient. La personne, moi, qui m'a inspiré, qui m'a donné le goût de foncer, puis surtout qui m'a donné le goût de
m'affirmer encore plus en tant que latino et surtout hispanophone, c'est Sonia Benesra à l'époque. Sonia Parce Benesra, que, ça me dit quoi? parce que toi, tu es trop jeune, tu vois. Parce que Sonia Benesra, elle faisait partie du premier groupe de VJ à l'époque de Musique Plus, du premier Musique Plus. Elle est... Quelle année? Parce que je suis trop jeune. du tout début, du quoi le tout bout. En 1900... Je me souviens même plus les débuts de Musique Plus, mais c'est en 1980 quelques. Je me souviens plus de l'année, là. Mais c'est vraiment les tout débuts. Ah, mais quand moi j'étais au cégep, alors 1988, 90, je crois. OK. Moi, je suis 80. Je suis né 87. C'est ça. Alors, OK. t'étais vraiment petit garçon. Back then. J'étais Back un in the sperme. days. J'étais encore sperme comme ça. Exactement. Alors, c'était le premier Musique Plus sur le boulevard Saint-Laurent. Et puis, Sonia, à l'époque, lorsqu'elle avait débuté à Musique Plus, on l'a critiquée énormément pour son accent. Et elle y allait à fond. Elle insistait pour son accent. Elle disait, je suis comme ça. Je ne vais pas changer. C'est mes racines, la culture hispanique, parce qu'elle a grandi entre l'Algérie et l'Espagne à l'époque. Et moi, j'ai eu la chance de lui faire une entrevue pour le journal de mon cégep à l'époque, pour Édouard Montpetit à Longueuil. Et puis, on est devenus de bons amis. Puis, elle est devenue ma mentor. OK. Et puis, voilà. Alors, donc, ça m'a vraiment donné le goût de continuer en tant que latino puis de m'affirmer. Puis, donc, quelques années plus tard, je suis devenu le plus jeune attaché de presse de Musique Plus à l'époque, quand j'avais 24 ans, je crois. 24 ans. Ouais. Fait 24 ans, Musique Plus. Puis ça, c'était genre la belle époque de Musique Plus. Parce que c'était juste ça qu'il y avait. Puis c'était pas seulement la belle époque, c'était la folle époque de Musique Plus. La folle époque. Oh! Oui, c'était la folle époque parce que c'était vraiment un laboratoire incroyable. Moi, j'ai travaillé au Musique Plus, qui était à l'époque à côté des Foufounes électriques. On faisait tout. C'était vraiment incroyable. Moi, j'ai travaillé avec Madonna, avec les Spice Girls, avec Metallica, avec tout le monde. Puis le truc qui était génial, c'est qu'on était vraiment une gang. On était tous dans la jeune vingtaine. On débutait tous dans le milieu, mais il y avait une telle passion, une telle énergie, puis une telle folie soir aussi. C'était vraiment les belles années aussi du boulevard Saint-Laurent. Alors, j'ai juste des bons souvenirs de ça. J'ai juste des bons souvenirs. Yo, je peux imaginer, en plus, toi, tu devrais être un hot boy dans le temps. Là. Yo, ça avait Instagram hot boy. Là. Comment ça tu devais? Je suis encore. D'ailleurs, t'as raison. Hey, je prends un shot. Non, mais sans blague. L'époque à Musique Plus, il y avait un party de Noël. Je ne dirais pas c'est quoi le prix que j'ai gagné, mais on m'a remis un prix relié à ça. Il faut jamais dire... Regarde, moi, il faut jamais que tu me dises... Il faut pas que tu me dises... Ben, j'ai non, envie de savoir. j'étais comme... je l'ai encore, le prix. C'était une vieille cassette VHS, parce qu'à l'époque, on avait les cassettes VHS. Puis on m'avait surnommé le fucker boy de Musique Plus, un truc comme ça. Oh! Ah bon, je le dis, t'as dit pas de censure, je l'ai dit. Alors, il y a avec pas de un censure. condom. Avec un condom. Alors, les années 90, voilà. Oh shit, toi, t'es un wild boy, hein? Mais c'est nice, tant mieux, parce que je pense aussi que c'est important. Moi aussi, j'ai dit des fois, je suis comme, yo, quand j'avais 24 ans, j'étais wild boys. Il faut être wild boys. Mais ça, moi, je trouve ça important. Puis justement, j'ai eu la conversation, puis j'ai la conversation souvent avec un de mes clients avec qui j'ai une bonne relation, mais on est très différents parce que lui, il est extrêmement conservateur. Et puis moi, je lui dis toujours que tu ne dois pas juger les gens par leur apparence. C'est le résultat qui compte. Et si la personne est différente de toi, ben c'est tant mieux parce que cette personne-là, elle a une autre perspective de la vie. Elle s'assume autrement que toi. Et puis, j'ai toujours été un petit peu champ gauche. Je me suis toujours affirmé différemment. Progressivement, genre. Pardon? Plus progressif. Je sais pas. Les nouvelles idées, les nouvelles tendances. Ça, oui, mais j'ai toujours aimé penser, comme on dit, out of the box. Penser différemment. Parce que ça, c'est important. Puis j'ai toujours un peu la mentalité un peu punk sans l'être. J'aime le do-it-yourself. J'aime l'esprit rock aussi. Puis je pense que c'est très important parce que c'est ça qui nous amène notre indépendance. Cette culture-là aussi, mais ça paraît aussi, tes gars, je sais pas, t'es quel âge,
Mais si tu avais 24 ans à Musique Plus en des années folles, Ouais. je vais faire un calcul, même, je pense qu'on en parle déjà, tu sais, j'ai dans tes Ah oui, textes. je suis pas jeune, non, Quel âge? j'ai 54. 54, yo, tu parais très bien. Honnêtement, tu devrais faire, genre, te faire sponsor par des crèmes de nuit, là. Mais c'est ma fille qui me rajeunit. Là. Tu vois, Elle me excellent. fait des masques, elle me nettoie le visage et tout. Là. Genre que ma fille soit assez vieille aussi, Ouais. qu'elle me fasse la même chose. En Exactement. ce moment, c'est encore un petit bébé. Mais excellent. Puis, fait que c'est des années folles. Puis là, j'imagine que tu étais vraiment le gars vraiment qui avait beaucoup d'attention. Tu avais une job de rêve. on Ben, pourrait dire, à exactement. Montréal. Puis d'ailleurs, mon ancien roommate que je salue, qui était une de mes idoles que j'ai pu rencontrer, c'était à l'époque, ben, c'est toujours un des meilleurs photographes de Montréal, Jean Blais, qui à l'époque, justement, dans les années 80, 90, c'était vraiment le summum ici en Amérique du Nord en photo de mode. Et puis avec les années, ben, j'ai pu le rencontrer, on est devenu roommate. Puis lui, il me disait, Philippe, tu as la job de rêve, tu es attaché de presse à Musique Plus. Tu es ami avec, à l'époque, quand il débutait encore plus hot que maintenant, est-ce que tu tiens avec Éric Lapointe, avec tout le monde, tu as tout ce que tu veux à 24 ans? Je lui disais, oui, c'est vrai. OK, attends, question. Quoi? T'as-tu célébré la Coupe Stanley? En 93? Ouais. Oui. Parce qu'on dirait que tu étais dans cette En phase. 93, oui. Et travaillé à Musique Plus. Oui. Mais le truc qui était génial de Musique Plus, c'est que comme on était tous dans la vingtaine, on avait une énergie, on travaillait des heures de fou. On ne dormait presque pas. On était debout le matin. Puis c'était du 7 sur 7 parce qu'on aimait ça, parce qu'on voulait ça. On vivait vraiment l'entertainment, on vivait vraiment la culture. Puis c'était la belle époque des bars aussi. Autant les After Hours que le Di Salvio à l'époque. Puis deux de mes très bons amis encore étaient les propriétaires du Sauna, François Bazinet, que je salue, qui est le fondateur, le créateur de Gourou, François Bazinet. La boisson énergie Gourou. OK, nice. Que mon autre ami Pierre Jutrin, qui était le propriétaire à l'époque du mythique club Di Salvio. Alors donc, c'était comme le Sunset Strip de Los Angeles. On l'avait à Montréal avec le boulevard Saint-Laurent, avec l'After Hours. Alors, ça faisait partie de l'énergie qu'on avait de sortir la nuit parce que pour moi, c'est important aussi parce que c'est là qu'on rencontrait les artistes, c'est là qu'on rencontrait avec les gens, puis c'est là aussi où on refaisait le monde. Dans le sens que toutes les idées sortaient de là. Les premiers parties de Loft, les premières soirées aussi de nuit, c'était vraiment génial. Wow. Je peux imaginer ça, tu sais, puis drôlement, tu sais, on parle de Musique Plus dans ce cas-là, tu sais, nous autres, dernièrement, on s'est connus en courriel avant de se voir en vrai, je pense que c'était... En avril dernier ou en mai dernier, oui. Tu vois? Ben, regarde, ça, c'est quelque chose aussi. Ouais, parce que je pense que la première fois que je t'ai vu, c'était une game de soccer. Vu? Une game de soccer? Où ça? C'était les Patrice Patrice Bernier. Oui, exactement. Patrice Bernier et ses amis pour le 5e anniversaire en avril, justement. Donc. Ouais, l'année dernière. Puis je t'ai vu en plus. L'année d'avant. Ah, regarde, c'est là la premire fois que. Puis je vois ce dude-là, je suis comme, ouais, il a l'air latino. Je vois, t'étais avec quelque chose de chilien. Puis je suis comme, OK. Ah oui, c'est qui ce gars-là? Genre, j'essaie de voir. Puis nous autres, l'avait chilien, oui. On avait le podcast. J'ai dit, OK, c'est vous qui le faisiez, OK. Ouais, on avait le podcast juste dans le coin avec les gros speakers en train d'essayer de parler très fort dans le mic. Ouais. Mais c'est la première fois que je t'ai vu, mais tu sais, on n'a pas interagi. Non. Puis après, je pense que j'ai trouvé genre, c'est qui ce dude-là? Je trouvais ça comme, ce dude-là, il dégage une énergie, il y a quelque chose, mais je savais pas quoi. Puis je suis pas approché. Puis après, soudainement, un an plus tard, c'est là qu'on a commencé à plus interagir. Mais le destin, mais moi, c'est très important. Puis il y a une chose que je répète toujours, puis je m'en suis vraiment rendu compte au fil des ans, c'est que oui, j'ai fait la base des relations de presse, des relations publiques, mais je le répète surtout aux plus jeunes, ce sont des relations humaines que l'on fait. 100%. Puis les relations humaines que l'on développe au fil des ans, et non seulement que l'on développe, mais il faut les préserver, c'est notre bien le plus précieux, les contacts. Parce que non seulement pour l'image, pour le souvenir que l'on peut laisser disons, à des clients, mais aussi aux gens avec qui on a échangé, comme avec toi, parce que le souvenir que l'on laisse, là, c'est la chose la plus importante dans la vie, parce qu'on peut rencontrer quelqu'un 10 ans plus tard, le revoir, et si cette personne-là a un bon souvenir de toi, là, c'est ton bac en communication, c'est ta maîtrise en com que tu as réussi. Parce que justement, la première impression, puis ça, je ne le dis pas de manière opportuniste, que je ne le dis pas de manière capitaliste, parce que je déteste ces termes-là, je le dis juste de façon humaine.
Si tu réussis à donner une image authentique de toi, tu vas réussir. 100%. Puis je ne vais pas te cacher une des raisons aussi pourquoi je veux venir. Je voulais que tu viennes parce que on dirait que tu as un côté, ce côté-là PR que je vois, puis je me dis comme ça serait intéressant de prendre quelqu'un qui est déjà dans la game depuis longtemps, admettons que ce soit les meilleures pratiques. Parce que drôlement, avoir la position que j'ai bâtie ici, tu sais, vraiment de podcast, j'ai commencé à me faire décrire vraiment par du monde que j'étais une personne rassembleur. Ça, Il y a c'est important. du monde qui a commencé à me donner Oui. cette qualité-là comme « Ah, toi, Ray, t'es un rassembleur. » Moi, je l'ai jamais vu. Moi, je fais juste interagir avec du monde, bâtir des relations. Justement, si tu ne t'en rends pas compte, c'est encore mieux. Parce que justement, lorsque l'on ne se rend pas compte de nos propres qualités, là, ça, c'est la preuve que tu n'es pas un but de toi-même. Nice. Parce que justement, si tu fais l'espèce de nomenclature de tes qualités, si tu calcules tout, c'est que tu deviens opportuniste et que tu viens faux. Oui, exactement. Tu manques d'authenticité, puis ça, c'est quelque chose que... Exactement. Et puis, tu sens venir ces gens-là. Les gens qui calculent tout, les gens qui, chaque geste qu'ils posent ou chaque phrase qu'ils disent, c'est pour obtenir quelque chose en retour. Moi, je ne suis pas comme ça. Puis ça peut se sentir. Tu sais, c'est comme, Exactement. On parle beaucoup des énergies. Tu sais, Exactement, les dans l'énergie ou autant dans la façon dont tu regardes l'autre, dans la façon où tu donnes la poignée de main. Et voilà, c'est pour ça que je ne porte pas de lunettes. Tu vois, je sais. C'est bon, les gars, on va faire. Shout out à iReligion pour la supervision. La première impression est importante, guys. Exact. Non, c'est bon. Mais non, mais pour moi, c'est hyper important, ça. Hyper important. Puis, tu vois, puis je me dis, c'est drôle, quand j'ai commencé plus à l'entendre fréquemment, j'ai rajouté sur mon LinkedIn PR. Je me dis comme, c'est ça que je fais, parce qu'on dirait que quand tu y penses, je suis comme, fuck, c'est vrai, c'est ça que je suis en train de faire. Tu sais, vraiment, je suis en train de bâtir des relations, puis sans me rendre compte, je suis un gars de marketing à la base. Fait que moi, c'est du marketing que je pratique, qui est ma saveur. Mais tu sais, c'est pour ça que tantôt, qu'avant de rentrer en ligne, en ondes, je te disais que moi, je suis de la vieille école. Parce que moi, je suis de ceux que je ne mélange pas les titres. Mm-hmm. Parce que pour moi, c'est très important de s'en tenir à ce que tu as étudié ou à ce que tu fais. Mm. Parce que justement, je le vois dans la nouvelle génération, puis je ne critique pas, c'est juste un constat. Dans la nouvelle génération, il y a quelqu'un qui peut écrire un article, le lendemain qui fait un podcast, le surlendemain qui produit un événement, que 2 mois plus tard, qui se prétend être un attaché de presse. Moi, je suis très vieux jeu. Tu ne mélanges pas les titres parce que la façon de penser, que tu ne peux pas penser journaliste un jour pour penser attaché de presse le lendemain parce que c'est 2 écoles de pensée distinctes. Et même entre les vrais journalistes, il y a un mur que tu ne peux pas être PR et être journaliste en même temps. Ça, c'est sacré. Ça, c'est vraiment divisé. Donc, je le vois que les jeunes d'aujourd'hui, c'est différent à cause de l'emploi, à cause de la précarité des jobs. C'est correct, je le respecte. Mais moi, je ne me sens pas à l'aise. Puis, quand je vois, ce que je ne vais pas les nommer parce que je les aime bien, puis ils sont bien gentils, que je les trouve très cute, mais quand je vois qu'il y a des jeunes qui ont un blog, qui écrivent des articles, puis que le lendemain se prétendent être PR, tu ne peux pas faire ça. C'est des blogueurs. Oui, ils utilisent PR comme... oui, mais c'est ça leur titre. Oui, mais ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas faire la promo de quelque chose dans un blog ou critiquer quelque chose dans un blog, puis le lendemain, appeler les autres journalistes pour faire la promo de quelque chose. Fait que, ça se bat. Selon ta définition, c'est quoi un PR? PR, tout simplement, c'est quelqu'un qui travaille de l'autre côté de la clôture des médias, donc des médias presse écrite, télé, radio, web. Maintenant, je mets tout ensemble. Donc, les PR ont fait la promo d'un événement, d'un produit, d'une personne, d'un artiste, d'une personnalité X. L'idée, c'est de transposer cette personne-là, transposer cet événement-là dans les médias. On prend le téléphone, on vend une idée, on propose, on suggère. Mais
Et eux, les médias, doivent avoir l'objectivité, doivent avoir la transparence de l'autre côté de la médaille. OK. Je vois ta façon de voir. Alors, donc, je te donne un exemple. Un journaliste de Radio-Canada a un code d'éthique. Avant, moi, j'étais journaliste avant de commencer parce que j'ai fait mes études en journalisme. J'ai été membre de la FPGQ, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. J'ai même gagné un des premiers concours que l'on a fait au Québec pour les immigrants qui s'appelait Nouveau Visage, parce que je l'avais même gagné. Ma mère, à l'époque, son rêve, puis elle me le demande encore, c'est que je continue à écrire, mais bon, c'est une autre histoire. Mais j'écrivais, que j'avais ma chronique dans le 7 jours, j'écrivais dans le lundi, dans le TV Hebdo, j'écrivais. Mais j'ai décidé de changer, de m'aller de l'autre côté de la clôture, parce que j'ai trouvé que le journalisme culturel au Québec, c'était seulement de la promo. Puis moi, je m'ennuyais. OK. Parce qu'il n'y a aucun sens critique actuellement. Puis même avec un de mes bons amis journalistes, que je vais le nommer parce que c'est un de ceux que je respecte, Patrick de l'Île-Crevier. On s'est écrit aujourd'hui par Facebook Messenger, très bon. Les deux, on s'est dit qu'il n'y a pas de journalisme critique actuellement au Québec. C'est tout genre pas la. Mais tout est mélangé. Tout est mélangé. Puis donc, dans les années 90, il y avait Musique Plus, il y avait Le Voir, qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait plus critiquer de manière constructive, mais critiquer. Maintenant, justement, comme les genres se mélangent dans les genres, tout est de la promo. Puis personne n'ose donner son idée, son opinion. Je ne vais pas rentrer dans cette tangente-là parce que ça ne fait pas partie vraiment de où est-ce que je voulais aller avec toi, mais on dirait que c'est pertinent, je la pose la question. Tu as vu qu'est-ce qui se passe avec le Bill C-18? Oui. Étant du monde du journalisme ou le PR, c'est quoi ton opinion juste directe? Mais comment tu vois ça vraiment dans l'industrie que toi, tu as connu puis aujourd'hui? Moi, encore là, je ne veux pas rentrer dans ça, mais moi, la chose que je me suis rendu compte, c'est que justement, c'est que maintenant, en ayant les réseaux sociaux, en ayant surtout le téléphone, il faut être... On est comme un magasin. Hein? On est comme ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout le monde te fait des demandes, tout le monde t'appelle, tout le monde t'écrit. Et si tu ne réponds pas, les gens se fâchent. L'autre chose aussi, c'est qu'en tant qu'attaché de presse, je dois m'adapter à la personnalité de chaque personne. Parce qu'avant, justement, je travaillais avec des corporations. Parce que je travaillais avec des entreprises uniquement. Maintenant, je travaille principalement avec des individus, avec des blogueurs, avec des sites Internet, ou même avec des journalistes, mais qui sont tous pigistes presque. Alors donc, justement, que si on parle en général des médias, bien justement, avec le fait que le milieu culturel est plus précaire, bien, il faut faire attention dans les relations humaines, puis il faut respecter le background de chaque personne. OK. Alors ça, c'est important pour moi. Puis, penses-tu, puis ça, la dernière question, puis après, on sort de là. Penses-tu que vraiment t'es-tu en faveur vraiment que le gouvernement impose une loi sur, mettons, ce genre de nouvelles-là en ligne? Parce que ça, c'est quelque part, tu n'as pas le choix parce que justement, que les grosses entreprises américaines, à Facebook, Google, ils prennent toute la place. For sure. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, mais en même temps, la grosse erreur du gouvernement canadien, c'est qu'ils ont réagi trop tard. Alors donc, maintenant, non seulement qu'ils doivent se battre contre les gens américains, mais contre les nouvelles habitudes des personnes, ouais. C'est ça. Alors, c'est trop tard. Ouais, puis tu sais, regarde, moi, genre, un commentaire, j'ai largué après quelqu'un se plaignait de ça, là, comme, j'ai dit, regarde, le gouvernement, ils ont décidé de kicker et réveiller l'ours, puis maintenant, on se plaint que l'ours est réveillé. Ben, c'est ça. Mais sauf qu'en même temps, ils essaient en même temps de protéger l'identité culturelle canadienne, puis ça, c'est important. Parce que sinon, on va tous devenir... bref, la culture, pour moi, c'est la chose qui nous rend tous distincts. Ouais. Vraiment. Anyway, c'est là que je ferme ça. Parenthèse. Oui, exactement. Fait comme attaché de presse, tu vois, là, il faut que je travaille à cause de la tangente. Je suis comme, damn. Mais comme attaché de presse, en ce moment, toi, t'écris beaucoup? Toujours à ce jour? Non. Ben, j'ai écrit mes communiqués de presse seulement. C'est tout, OK. Oui. Fait que c'est rien d'autre. Mais dans le fond, dans le temps, tu avais une belle plume puis tu pouvais faire. Paraît que j'avais une belle plume, que j'ai eu des bons commentaires et tout, puis j'aimais... Ben,
Puis il y a plusieurs journalistes qui m'ont façonné, ou des auteurs ou des poètes. Non seulement dans ma façon d'écrire, mais dans ma façon de penser. Parce qu'il y a toujours une espèce de liberté que je recherche puis que je prône, autant dans les idées que dans le vécu. D'ailleurs, un des livres que j'ai toujours remercié mon père de m'avoir acheté, c'est le Dictionnaire des rebelles. Dictionnaire des rebelles. C'est un énorme bouquin avec les rebelles dans tout, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la politique. Puis ça inspire justement pour non seulement s'exprimer, ses propres idées, mais dans sa façon d'être. Parce que sinon, je pense que le plus important, c'est les individus. Moi, lorsque tout le monde est lisse, lorsque tout le monde est pareil, c'est la chose la plus ennuyeuse au monde. Oui. Même si j'ai perdu des emplois à cause de mon look, même si j'ai perdu des emplois parce que je ne porte pas de cravate, de veston, de chemise, fuck you. Moi, je suis comme ça. Non, mais 100%, puis gars, je pense qu'il faut que tu sois comme ça, puis je pense que la façon dont je t'en ai parlé, puis étant un doute vraiment, genre, qui revient de longtemps, t'as respecté ton identité, t'as été authentique, fait que, c'est exactement ça, tu sais, qu'on demande en ce moment, tu veux réussir les médias sociaux, ben, sois authentique, première des choses. Voilà, c'est ça. Puis en tout cas, aussi, t'es consistant dans tout ce que tu fais. Bon. Je lisais un peu tes communiqués de presse, essayer de te découvrir, essayer de trouver des golden nuggets. Je me dis, qu'est-ce que je peux trouver sur lui? Il y a certaines choses que j'ai trouvées qui pouvaient être intéressantes. Une chose qui me piquait la curiosité encore là, parce qu'on voit genre la job d'un gars de PR qui peut être vraiment un peu, c'est quoi le terme que je cherche? C'est glamour. Ouais. C'est quoi en français? Glamour. Glamour? International. Ah ouais? Ouais. Ah. En espagnol aussi, ça emploie glamour. Glamour. Ben, regarde, c'est glamour vraiment comme métier. Puis je peux imaginer peut-être un dude de PR à New York, ça doit être genre, yo, la grosse tête, vraiment le dude qui est partout en train de pop bottle. Tu vois une image, genre vraiment, qui peut être une série Netflix. Mais aussi, tu mentionnes beaucoup que c'est pas le métier le plus payant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est. Mais c'est dans le sens que c'est vrai. Mais c'est dans le sens que tu peux faire de l'argent, oui, mais c'est dans le sens qu'on n'est pas comme des. C'est dans le sens que quand tu serais dans un festival, tu ne comptes pas les heures. Donc, on n'est pas toujours payé de l'heure. Alors, donc, si tu comptes. Au projet, mais tu m'as vu à Fuego, j'étais là 12 heures par jour. Alors, donc, si tu comptes les 12 heures, c'est sûr qu'on n'est pas payé de l'heure. Alors, donc, c'est sûr que. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas payé à l'heure toujours. On n'est pas, alors, donc, c'est sûr que c'est pas aussi payant qu'un avocat, qu'un notaire. Alors, donc, on s'en fout de ça parce qu'on aime ça, que c'est vraiment une question de passion, que c'est vraiment une question d'engagement. C'est ça l'événementiel à la base. C'est drôle parce que je t'écoute dire ça, puis dans ma tête, je suis comme, tu sais quoi? Essayer de valoriser notre temps ou notre valeur pour un projet, puis être payé X, l'évaluer dans ton cas, comment tu l'as décrit en heures. C'est genre ça. Dans moi, on dirait que ça sonne vraiment traditionnel. Je pense que la nouvelle façon que je le vois, je vais facturer basé sur l'énergie que je mets sur ton projet. Oui, mais c'est à ça que tu peux facturer comme ça. Mais pour moi, le principal, là, c'est de me sentir à l'aise dans un projet. C'est de sentir que je fais équipe avec la personne. C'est de sentir que je peux amener que la personne là. Pour moi, ça, c'est le plus beau défi. Puis c'est la plus belle récompense. Mais en même temps, si je sens que la personne me tape sur les nerfs... Tu charges extra? Non. Même pas. Bye. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Oui, parce que justement, je lui dis toujours, je suis toujours très clair. Parce que je peux t'apporter ça, je peux te donner ça, mais en même temps, tu dois respecter ce que je te dis et comment je te le dis. Si tu décides de faire le contraire, ben c'est tant pis pour toi. Ouais, non, mais tu vois, je vais pas le cacher, j'ai eu des mandats où est-ce que j'ai vu que la gestion, mais c'est ça. La gestion de ma patience, là, elle a un prix. C'est ça, ça te brûle plus. J'ai facturé pour la patience. Mais ça te brûle plus, puis en plus... C'est pas agréable, ouais, exactement. L'autre personne, ce que le client ne sera jamais satisfait. Ça, c'est un gros piège, gars. Si vous êtes indépendant, entrepreneur, freelancer, pigiste, ça, c'est vrai. Comme tu peux charger exactement cette énergie-là, comme yo, toi, tu m'énerves déjà. Non, tu payes bien, tu payes à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que le client n'est jamais satisfait quand tu charges en énergie, même plus les extras. Ouais. Parce qu'il n'aura jamais ce qu'il veut. Que quand tu te rends compte que la personne est chiante,
elle va être encore plus chiante à la fin du projet. Parce qu'il a tout donné. C'est ça. Alors, donc, ça ne donnera absolument rien. Tu ne la changeras pas. Fuck, la personne chante, elle a-tu une limite? Tu penses-tu? Non, elle ne changera pas. OK, c'est bon. Puis toi, apprenez, guys, si tu travailles avec quelqu'un de chiant, il Bye-bye. dit ciao, bye. Puis ça, le prix, tu sais, c'est mieux faire un petit peu moins d'argent, mais s'amuser. Oui, puis surtout être heureux. Moi, c'est la chose la plus importante que je me suis rendu compte au fil des ans. Puis ça, sincèrement, je me suis rendu compte à la naissance de ma fille. Parce que justement, tu peux travailler comme un fou, tu peux tout faire, tu peux prendre tous les mandats. Moi, j'ai commencé à 19 ans. De 19 à 40 ans, là, je me suis brûlé. J'ai tout fait. Tout fait. Je travaillé du 7/7, le 31 décembre, le 24 décembre. Mais à la fin, là, c'est dans le sens que faut que tu sois vraiment heureux. Tu mentionnes à 40 ans, ça a-tu été cette période-là où est-ce que tu as eu genre une révélation, un genre d'élimination de, tu sais quoi, ça peut plus être comme ça? Ben, que ça peut plus être comme ça, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que j'étais plus heureux à travailler pour moi, seul en choisissant mes clients, que de travailler pour des grosses entreprises très, très connues. Ça ne donne absolument rien. Puis c'est-tu autour de cette période-là que tu as eu le choix? Ben, tu as dit ta fille. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle a a 10 ans maintenant, mais c'est surtout à sa naissance que j'ai fait le choix de l'amener à l'école, aller la chercher, rester avec elle et tout ça. Et puis surtout que je n'avais plus du tout envie de faire des tableaux Excel. Oh! Je déteste les tableaux Excel. Et dans certaines entreprises, elles le jurent que par les tableaux Excel, mais pas moi. Moi, c'est pour ça aussi que je le dis aux jeunes, des fois justement, on dirait que la nouvelle génération, il faut toujours tout écrire, toujours faire le tableau Excel, toujours faire un plan. Ça ne donne rien. Si tu sais à la base ton objectif premier, si tu sais à la base comment te rendre, tu n'as pas besoin de passer 3 heures à écrire un plan. Mais tu vois, c'est comme faire un podcast. Il y a des podcasters ou dans d'autres interactions que j'ai eues, il y a comme une préparation du monde qui veut une préparation. Comme, tu peux m'envoyer les questions que tu as? Je suis comme, yo, bro, je sais pas. Non. Là, comme. Faut que tu suives ton instinct pour tout. Ouais, exact. Yo, mon podcast, c'est un gros freestyle. Là. Ben oui, exactement. C'est une conversation comme si on s'assoit dans un bar pour la première fois. Puis c'est ça, moi, je vais avoir ces conversations, on parle. C'est pour ça qu'on a un verre, puis on s'amuse. Chante à Rosemont, lubrifiant social, ça permet de faire cette interaction-là. On a fait une shot de tequila tantôt. Là. Ouais, ça a donné un gros boom. Tu un autre? Ça va. Pour la deuxième demi du show. Ouais. Mais... non, exactement. Fait puis honnêtement, moi, j'ai trouvé une faiblesse aussi. J'ai eu peut-être des places où on m'a invité, puis on me dit, OK, ça, c'est les questions, tu vas répondre. Je suis comme, yo, bro. Puis je choke. Honnêtement, je choke quand on me dit comment faire moi-même, comment être moi-même, puis je choke. Comment faire, on t'impose une façon de faire. Exactement. Puis c'est une grosse nuance. Puis, bien dit, je suis vraiment pas à l'aise, je choke automatiquement. Puis c'est pour ça que je suis venu j'ai trouvé mon domaine, je pouvais plus travailler en entreprise. C'est pour ça que ça fait 8 ans que je fais du marketing, là, j'étais indépendant à mon compte. Comme, je ne pouvais plus vivre dans ce monde-là où ça me dit quoi faire, à quelle heure rentrer, t'as-tu atteint tes stats? Je les ai atteints hier. Toi, t'as-tu atteint tes stats? C'est ton boss, il te court après. Là, pas. Moi, j'ai fait qu'est-ce que je devais faire, mais encore là, c'était pas... C'est comme, on m'a foutu dehors en dernier job. Je comprends ça, que ça m'est arrivé aussi. Puis c'est comment? C'est-tu comme ouvrir la cage d'un oiseau? Non, parce que sur le coup, c'est sûr que tu poses toujours la question, mais sauf qu'une heure après, tu te dis, ben c'est tant pis pour lui. Tant pis pour cette personne-là. Puis après, je le vois, je suis tellement plus heureux. Puis ces personnes-là, je sais qu'elles me suivent sur les réseaux sociaux puis qu'ils sont curieuses. Mais tant pis pour eux. Ils te suivent. Là. En plus, ils sont fuck partout. Moi, je les suis pas, mais elles ils me suivent. suivent. Hein. Qu'est-ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Il y a beaucoup de monde qui regarde, mais tu as très peu d'engagement pour vraiment cette même chose-là. Puis je dois donner... Oui, mais dans les stories, tu sais. Ah, ça, c'est vrai. Moi, je veux donner un shout-out à tous vous, les personnes qu'on ne se connaît pas, nos abonnés qui, on ne s'est jamais vus, mais qui nous encouragent. Ouais, ça, c'est super nice. Ça fait un minimum. Mais ça, c'est des choses qui sont toujours surprenantes, puis c'est une des bonnes choses des réseaux sociaux. C'est quand les gens prennent le temps de décrire quelque chose, puis surtout de manière publique. Et puis quand tu sens que c'est senti, là, il faut prendre le temps de les remercier, ces gens-là. Définitivement. Ouais. Moi, je dis à tout le monde aussi, comme si vous me voyez dans... Tu sais, je commence à avoir un peu de fame là, en ce moment. Moi, je suis comme... Tu mets tes lunettes. Yo, iReligion. Mais j'encourage tout le monde à, tu sais, vraiment... yo,
si on se croise puis j'ai une bouteille de Rosemont, on va prendre un shot, c'est sûr. Ça, c'est mon vibe, c'est comme ça que je suis. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, vraiment, le monde dit comme shit, rassembleur, tu fais des choses, ça avance bien. Mais, puis encore là, je me dis, laisse-moi apprendre encore plus de quelqu'un d'autre qui le fait encore plus longtemps que moi. Parce que moi, je sais pas ce que je fais. Je dis à chaque jour, je me réveille, je suis comme, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais quelque chose, mais je sais pas qu'est-ce que je fais. Ben, si tu gardes ton sourire aussi, c'est correct. Yeah, définitivement. Bon, je vois aussi, là, OK, dans tous les projets, qui a été le projet de plus envergure, mais celui-là qui t'a capturé le plus? Vraiment, toi, que tu étais à ta nature le plus près. Quel a été le projet? Ben, hormis Musique Plus, parce que Musique Plus, ça a été vraiment des années incroyables que je ne peux pas cataloguer. Il y a 2 projets que je suis vraiment très fier que j'ai fait dans ma jeunesse, disons. Il y a un projet qui était assez fou, c'était le film Le vieil homme et la mer, The Old Man and the Sea. C'est une production faite à Montréal qui a gagné un Oscar pour le meilleur film d'animation. Et qu'est-ce que j'ai aimé de cette aventure-là, c'est que le producteur m'a engagé parce que l'année précédente, il avait eu un film nominé aux Oscars, mais il n'avait pas gagné. Et l'Académie des Oscars lui a dit, ta grande erreur, c'est que tu as acheté de la publicité, mais tu n'avais pas d'attaché de presse. Wow. Alors là, ils lui ont dit, si Drop tu engages un attaché de presse, ton prochain film, tu vas Ouais, pouvoir gagner. Tu sais pourquoi? Parce que justement, l'achat de publicité, puis ça, je veux dire, mes clients, l'achat de pub peut te donner de la popularité, mais l'attaché de presse avec les médias te donne de la notoriété. Oh! Donc, Bars. c'est ça que c'est une grande nuance. Alors donc, lorsqu'on m'a engagé, on m'a mis de la pression. On m'a dit, tu as 9 mois pour nous faire gagner un Oscar. Puis donc, c'était fou parce qu'avant, les bureaux étaient sur la rue Peel et Wellington, avant que Griffintown existe. C'était des lofts, c'était vide. Et puis, les bureaux étaient là. Puis, c'était vraiment incroyable comme aventure parce que j'ai travaillé avec Entertainment Tonight, avec Access Hollywood, avec le Variety, avec le Hollywood Reporter de Montréal. Et on a fait une première à Londres aussi avec le film. Et le film a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Et puis, on a fait de la première page. J'ai encore un cadre chez moi. On a fait de la première page de la presse avec moi qui tenait l'affiche. C'était vraiment le fun de sentir qu'on faisait part d'une aventure puis qu'on a relevé le défi. Ouais. Super cool, super intéressant que tu fais une drop du gros knowledge. Parce qu'en même temps, tu vois justement que les relations de presse apportent quelque chose de concret. Tu coûtes combien? On dirait que je suis contracté. Là. Black Box Media. Ouais. Mais aussi, sinon, une chose que j'aime, c'est que j'ai toujours eu la grande opportunité, la grande chance de choisir mes mandats. Puis avec des gens avec qui je continue à collaborer, c'est avec Amnesty International. Puis pour moi, c'est très important de m'engager dans des événements de solidarité. Puis avec Amnesty, j'ai fait leurs 35 ans, j'ai fait leur 40e et leur 50e. Et puis entre autres, pour le 35e, on avait réenregistré la chanson Give Peace a Chance au Reine-Élisabeth avec 35 artistes. Puis à l'époque, avec Justin Trudeau, avant qu'il soit le premier ministre. Alors, c'était assez spécial, ça aussi. Puis toi, c'est toi qui s'est J'avais fait toute la coordination que j'avais invité avec les artistes. Parce que justement, que quand je dis que je fais des relations de presse puis des relations publiques, c'est que j'avais invité les artistes et les médias. On avait tout fait ça en 12 heures aussi, sur un étage du Reine-Élisabeth. OK, shit. C'est impressionnant. Puis admettons, juste beaucoup plus récent, t'es vraiment... en ce moment, genre, je vois que t'es partout dans tous les restos. Je suis comme, tu veux manger la pizza. Ah oui! Ben, qu'est-ce que j'ai aimé, puis donc tu as fait partie de cette expérience-là, c'est Fuego Fuego. Parce que justement, avec Olivier, que tu m'as parlé de lui au début, Olivier, on s'est connus avant même qu'il lance le Beach Club. On s'est connus dans un restaurant. On avait parlé de ses projets et tout. Puis, bref, il m'a dit qu'un jour, on allait travailler ensemble. Puis là, pour Fuego, il m'a appelé. Et puis, qu'est-ce que j'avais aimé, c'est que justement, je lui avais dit, moi, en commençant, oui, le festival, ça m'intéresse. Oui, le festival, je
je suis sûr que je vais réussir à en parler. Mais pour moi, le plus important, c'est la communauté latine de Montréal. Puis je te le donne pour ça. Ouais. Si on réussit non seulement à la rejoindre, qui était un de mes objectifs, mais je veux aussi faire connaître les artistes locaux. Fait que c'est toi qui as encore le move d'emmener les artistes locaux? Ben oui. Ben non, mais il y en a, il les book, mais sauf que pour faire la promo, c'était mon idée. Il m'a donné carte blanche. Puis moi, je te dis que si les artistes locaux sont partout, ben eux, ce sont tes meilleurs porte-voix, ce sont tes meilleurs porte-étendards, ce sont tes meilleurs agents de promo. Et puis, lorsque le fameux article de la presse est sorti aussi avec les portraits des artistes, moi, c'était mon plus beau cadeau. Puis je dis toujours, le plus beau cadeau de l'attaché de presse, c'est que nous, on est derrière les projecteurs. Mais lorsque l'artiste ou le projet qu'on réussit à le mettre au devant, là, puis que ça fonctionne, ça, c'est notre plus beau cadeau. Wow. Non, honnêtement, j'ai travaillé comme un acharné. Même les suivis au téléphone, je suis comme, hey, va direct au but. Puis je voyais vraiment que ça devait être non-stop. Mais je suis fier que tu as fait ça. Drôlement, regarde. Nous autres, shit, ce serait cool, Primo, l'année prochaine. Là. Mais parce que nous autres aussi, on a décidé de faire une initiative. Mais ça a été une initiative de notre bord. C'était parfait. Parce que moi, je me suis assis avec Natif TV, puis on parle, puis on dit comment on va chercher. Parce que là, c'est là que la collaboration avec Show Urbano, Shout Out Ivo, est venue, puis on était comme, OK, il y a Show Urbano sur la table, puis il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis j'ai dit, comme, si on allait chercher les Latinos, puis on était en mars, ben profitons de Fuego. Embarquons dans le train clandestin. Ouais. Puis on a fait exactement ça, puis moi, je te dis, regarde, de cœur, de volonté, de passion, je me suis impliqué parce que je me dis, ça peut être peut-être le projet que ça va nous permettre vraiment de mettre les Latinos sur la map d'une certaine façon, mais nous autres, voir vraiment qu'est-ce qu'on est prêt à mettre pour la communauté. Je viens de cette communauté-là, puis il y a longtemps que je me cherche à me développer, mais aussi trouver c'est quoi ma nature, puis je trouve à être ici comme Latino qui a une position assez unique que j'ai bâtie indépendamment, puis grâce à une équipe superbe. Puis, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté? Puis je dis, comme la meilleure chose, invitons tous les artistes locaux à faire vraiment une émission. Mais je ne veux pas faire, on fait des entrevues déjà, comme on le fait en ce moment, des conversations, mais je voulais mettre les artistes sur un autre piédestal. Je pense qu'ils étaient contents justement d'être au même niveau que les artistes internationaux. Alors donc ça, c'est important pour eux de le sentir, de le voir, de se voir valoriser. Et puis, parce que, puis ça, je le dis avec amour, parce que je travaille au Gala Dynastie, mais on a toujours l'impression que la communauté noire est toujours mise de l'avant. Puis ça, c'est très correct, au contraire. Mais il y a aussi de la place pour d'autres communautés. C'est vrai. Alors donc, moi, j'ai l'impression que le festival Fuego permet aux Latinos de s'extérioriser. Et puis, comme je le dis à l'entrevue, comme je l'ai répété, c'est le fun de voir les drapeaux de chaque pays aussi. Sur place, les gens étaient fiers de leur drapeau, les gens étaient fiers de s'exprimer. On est tous des Latinos de Montréal. On vit tous à Montréal, on vit tous au Québec. On est très contents, on parle français. C'est notre réalité ici. C'est ça, mais en même temps, nos racines sont latines. Alors ça, c'est le fun de le dire haut et fort aussi. Ça, c'est fact, parce qu'on est les seuls Latinos de la planète, je pense, qui parlent français. Mais c'est la preuve, justement, que les racines latines, que les Québécois sont les Latinos de l'Amérique du Nord. Ah, tu vois, exactement. Mais exactement, regarde, je pense que ça fait longtemps que les Latinos se cherchent à Montréal à vraiment se valoriser notre culture. Puis cet événement-là, je te jure, premièrement, ça a été le week-end le plus beau jusqu'à date 2023. Ouais, il faisait il y a pas chaud, c'est le plus beau week-end de 2023 jusqu'à date. Je pense que c'était voulu qu'on l'aille. Non, c'était pas. Non, mais moi, j'ai fait la danse du soleil chez moi avant. Tu l'as fait? Ouais. Moi, j'ai fait... attends, j'allais dire le contraire. Pas la danse de la pluie, mais anyway, gars, je parle crack. Mais... Première fois que je chantais la fierté de Latino. Exactement, c'est ça. À Montréal. Je suis comme, fuck, it's beautiful. Tout le monde, si t'étais pas Latino puis t'étais là, t'étais Latino. Ouais. T'étais automatique. Ouais. Parce que Latino, c'est comme ça qu'on est en tout temps. Tous les dimanches, on se rassemblait, on mange le gros repas, on boit, puis si t'es là à côté, viens, t'es... Ma fille de
10 ans est venu, comme même s'il n'avait pas le droit, mais que la gang d'Olivier boss. l'a permis et on lui a donné une passe, alors donc je les remercie. Mais il était très fier d'être là parce qu'il m'a répété quelque chose qu'il m'avait dit parce qu'elle est venue une fois à une soirée de la Fête nationale du Chili et il m'a dit, nous, parce qu'elle est née ici, mais elle se considère chilienne, nous, les Chiliens, c'est la même chose comme les Latinos d'ici, hein, parce que quand on danse, qu'on bouge tout le temps les fesses. Alors ça, elle aimait ça de voir ça aussi à Fuego Fuego. Yo, les gars, si on parle de Chili, je suis allé à des games de soccer Chili au coin du métro, Henri Bourassa. T'es déjà allé? Ben oui, bien sûr. Yo, les Chiliens. Colo, là, colo! les Chiliens, là, premièrement, tu ne veux pas t'affronter contre les Chiliens. Là. Tu te fais défoncer. Ton estime va baisser. Yo, les Chiliens, ça a tellement cette fierté-là. Vous êtes, je pense, un des seuls peuples latinos qui a vraiment un genre de fierté très unique. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que non, mais je dirais, bon, on n'est pas les Mais seuls. toutes, parce que... toutes. Non, mais je il y en a beaucoup, mais il y a quelque chose que beaucoup. les Chiliens font différemment en termes de fierté. Premièrement, vous avez un chant pour toutes. Oui, ça c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, mais même quand on est à l'extérieur, il y a quelque chose qui nous garde cette flamme-là en nous. Moi, je suis parti du Chili à l'âge de 5 ans. Puis, on ne vit pas en fonction de notre pays, mais il y a quelque chose, c'est vrai, qui nous réunit. Puis surtout quand l'équipe nationale joue, là, la Roja, la terre peut s'arrêter. Et puis donc, c'est parce que, oui, contre le Pérou, sinon, mon père est venu chez moi hier pour voir le match de Colo-Colo. Ma fille aussi sait c'est qui Colo-Colo. Alors, on transmet ça de génération en génération. Moi aussi, j'en ai connu un Hernandez. Ouais. C'est qui a inventé le Pisco Sour? Ouais, allez-y. Ah oui, la chicane entre le Chili et le Pérou. C'est qui le Pisco Sour? Ah, c'est le Chilien. Ouais. Les Péruviens, c'est quoi? Oui, mais en même temps, je suis très, très honnête. La partie qui est maintenant chilienne, ben, elle était péruvienne avant, et que le Chili l'a gagnée avec la guerre du Pacifique. Alors, faut le dire. Faut le dire. Voilà. Humblement. Voilà. Shout out. Mais non, revenez de Fuego Fuego, c'est cette fierté. Je suis content vraiment que c'est nice. Sais-tu à quel niveau stressant? T'as-tu senti que tout était en contrôle, genre... non, point de vue sincèrement, moi, j'étais très, très étonné parce que c'est un grand festival, puis j'ai trouvé vraiment que ça roulait parfaitement, puis que toute l'équipe avait un énorme sourire. Yo, tout le monde a collaboré. Ouais, tout le monde a collaboré. Tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était vraiment content, puis je trouve que c'est vraiment exceptionnel parce que la même équipe qui fait... qui faisait Métro, qui faisait Fuego, c'est la même équipe qui fait le Beach Club, c'est la même équipe qui fait Escapade. Puis donc, ils travaillent, ces gens-là. Là, ils travaillent. C'est sûr qu'ils sont associés avec des anciens de Evenco, avec des consultants et tout, avec le Parc olympique, avec Sonia Provençal, avec mon ami. Mais ces gens-là travaillent énormément. Mais ils me l'ont dit avant même, lorsqu'ils m'ont engagé, qu'ils m'ont dit, Felipe, le Fuego, la première année, ça les a surpris, puis ils m'ont dit, c'est sûr que ça doit être comme ça encore. C'est juste du fun, parce que la musique est happy. C'est vrai. C'est un cliché que j'aime pas ça dire ça, mais c'est un cliché et que c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, pour tous les on dirait Québécois, tout le monde qui ne comprend pas le latino, si vous seriez justement toutes les paroles des chansons. Ah oui, c'est autre chose, là. C'est autre chose. Tu penses que tu es en train de pleurer, mais non, tu es en train de pleurer au lit. Oui, exactement. On va faire les ting. Puis c'est ça le vibe. Puis ça, je trouve que, tu sais, je suis fier qu'en ce moment, qu'on est capable de... Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est la culture latine, elle mérite sa place dans le mainstream québécois. Mais elle va y arriver. Parce qu'il y a 10, 15 ans, c'était encore la culture black qui se battait pour arriver dans les radios, pour arriver dans les télévisions. Maintenant, moi, je suis sûr que dans quelques années, ce sera autour de la culture latino. Et puis tantôt, c'est quand tu me posais la question que si j'étais un des premiers latinos à la télé, quelques années plus tard, j'ai produit un concert au Francophonie, 2 concerts du groupe, je ne sais pas si tu connais, du groupe chilien Laley. Laley, qui est le truc qui est génial de ce groupe-là, qui a gagné des MTV Awards puis des Grammy Awards. Le chanteur Beto Cuevas a grandi à Montréal. Il a fait son cégep au cégep Saint-Laurent. Ensuite, il est revenu au Chili. Puis il est devenu le chanteur du groupe Laley, qui est un groupe de pop-rock chilien.
ils sont venus 2 fois à enregistrer des albums à Montréal avec Aldo Nova, le producteur de Céline Dion. Ils ont travaillé avec Umberto Gatti, qui est le producteur de Céline Dion aussi à Hollywood. Et on a eu l'idée, Beto et moi, de les amener ici. Ils ont fait donc un énorme show francophonie, 2 fois 40 000 personnes. Et là, j'ai dit à Beto, si tu veux que le groupe fonctionne au Québec, tu dois enregistrer une chanson en français. Ils l'ont fait et elle est devenue numéro 1 au palmarès de la disque en début 2000, si j'ai bonne... Non, fin mi-90. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois en promo, j'ai dit aux gens latinos de Montréal, sortez vos drapeaux. Et les gens des francophonies étaient tellement surpris de voir autant de latinos, 40 000 personnes. Là. Ça a été pour moi, entre Fuego Fuego et La Ley à Montréal, il y a eu un gap, il y a eu un trou. Parce que justement, on faisait encore nos événements dans les sous-sols d'église. C'est vrai, c'est vrai. Alors donc, c'est comme si on sort peu à peu. Puis je suis content de faire partie. Je pense que, tu sais, vraiment... Oui, la nouvelle génération, c'est le fun, ça. Honnêtement, genre, je suis content de faire partie dans ce moment qu'on est capable de donner une voix. Tu sais, le podcast de Black Box Studio, à la base, c'est pour donner une voix à du monde comme nous. Tu sais, moi, quand j'avais 18 ans, je me cherchais. Puis je trouvais qu'il n'y avait rien pour moi. Je me comme, fuck. Je trouvais pas que vraiment, tu sais, il y avait un vibe latino, s'il y en avait un. Tu sais, j'ai fait de la musique, j'étais comme rapper, là, on était super cool. Quand j'avais 18 ans, mais tu sais, encore là, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose qui se passait. Puis en ce moment que je suis plus en contrôle, on était capable de faire ça, rencontrer du monde comme toi. Moi, je me dis comme, oh shit, il y a un OG maintenant, tu sais. Là, j'ai un OG vraiment que je peux me positionner et dire comme, he did it. Combien de personnes il y avait Fuego Fuego? Dimanche, on a vraiment tapé le 25 000. Même si dans les journaux, c'est sorti 23, c'est exactement 25. C'était vraiment 25. Nice. Yo. Le samedi, que c'était 23, puis le dimanche, 25. Dimanche, quand Archange a commencé, oh mon Dieu, la foule. Yo, ça l'a comme mobilisé. Parce que, regarde, c'était la transition entre les locaux, puis là, c'était le premier, puis yo, la foule. Juste à voir la synchronisation de la foule, comment ça bougeait, c'est là que j'étais comme fier de... il y a quelque chose qui s'est produit là. Puis le truc qui était génial, c'est que c'est une belle carte de visite pour Montréal aussi. Parce qu'il y a énormément de festivaliers qui venaient de l'Ontario, qui venaient de New York, qui venaient de l'Est des États-Unis, puis même du Mexique, je crois. Alors, c'était vraiment une belle carte de visite de démontrer justement que Montréal peut... avec la carte de visite, le stade était beau, la journée était belle, tout était beau, là. Non, we are about that life. Puis c'est pour ça, comme en ce moment, moi, ma mission, là, c'est que je sais que les Québécois adorent notre culture. Là, c'est juste bien faire un mélange de vraiment comment les Latinos peuvent rentrer dans la culture québécoise, faire notre propre culture. Puis, tu sais, vraiment aussi cater. Moi, j'incite beaucoup. C'est pour ça que mon podcast est en français. Je veux autant que tous les francophones puissent voir vraiment qui on est puis mettre ma touche de culture. Pour moi, l'hospitalité, c'est une des choses les plus importantes. Ben, l'hospitalité, c'est une des qualités des Latinos en haut de notre liste. Tout ce qu'on veut faire, c'est offrir la meilleure et la plus fun expérience. Tu viens à un souper de latino, oublie ça. Tu rap, t'es latino après. Tu vas dire, sont où les cousines? OK, bon, regarde, on achève notre segment. On est à notre dernière 10 minutes. Pour tout le monde qui est ici à la fin de nos 10 minutes, j'aimerais ça aller Wild Boy avec un Wild Boy OG. Damn, avec 30 ans d'expérience, là. T'es-tu en relation en ce moment? À quand remonte ta dernière relation? À la mère de ma fille. J'ai appris après. Après, je suis célibataire. It's a rap. Exact, rap. OK, regarde. C'est quoi ton histoire la plus iconique, wow, boy, que tu es à l'aise de partager sur caméra ici? Sérieux? Je veux la savoir. Je te partage la mienne en retour, si tu veux. OK. On va le dire. Oh, nice. J'ai travaillé avec Anne-Marie Lozic. Et puis donc, c'est quelqu'un dont j'ai appris énormément. Et elle aussi, qui m'a lancé un défi à l'époque lorsqu'elle m'avait rencontré, parce que c'était avant le lancement de son émission Sex Shop. Et puis là, elle m'a dit, Felipe, le diffuseur qui était à l'époque TQS, l'ancien Nouveau, veut diffuser Sex Shop. Donc, c'était quand même déjà avec une belle marque de confiance et de liberté créative. Mais ils ne veulent pas faire de promo parce qu'ils ne veulent pas faire les promos d'une émission de sexe. Donc, je t'engage principalement pour Sex Shop. C'est parfait, parfait, avec plaisir.
Et puis donc, ça a super bien été parce qu'on a travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années. On a tout fait ensemble, le disque, le livre et tout. Mais bref, pendant le générique de son émission, on avait tous des surnoms. Et puis moi, j'ai gardé le surnom qu'un ami péruvien mexicain m'a donné, mi amigo Luis. Luis m'a baptisé El Toro. El Toro. À cause de certaines histoires. Mais bref, au générique, mon nom sortait El Toro Felipe del Pozo. Puis, le lendemain de la première émission, ou peut-être un mois après, quand plusieurs personnes, non seulement des amis, ont vu le générique et ont vu mon surnom, mais des amis de mes parents, mais c'est là que je me suis dit que tout le monde regardait l'émission de tous les âges. Et puis, une chose aussi que j'ai bien aimé de cette émission-là, c'est qu'Anne-Marie, que j'allais au tournage et que parfois je devais me sacrifier. Parce qu'il y avait des sacrifices humains. Parce qu'il y avait des porn stars qui disaient ben, j'accorde une entrevue, je fais telle chose si Felipe est là. Oh! OK. Alors, donc, à l'époque, c'était le début des Danses à 10. Et puis, il y avait une personne qui a dit ben, je passe à la caméra, je le fais, mais je veux danser pour Felipe. Alors, donc, il y avait plusieurs oncles qui m'ont vu à la caméra en train de accueillir la danse sur moi. Puis, je me suis sacrifié, évidemment, pour le travail. Je me suis donné à 100% pour le travail. Puis, donc, ça m'a permis de rencontrer quelques porn stars. OK. Fait que toi, tu étais comme le promoteur des Danses à 10. Pas le promoteur. Ben, tu as fait de la promotion comme guys. Non! À partir de maintenant, c'est 10 $. Je me souviens à quand partir c'était 10 de maintenant, c'est disponible. Il s'est rendu cher en ce moment. L'inflation a frappé toutes les industries. Mais sauf qu'en même temps, que c'était génial parce que justement, que j'ai pu voir. Puis justement, ça m'a permis justement de développer encore plus fort mon ouverture d'esprit. Je déteste juger avec les gens par leur apparence, par leur emploi, par leur parcours. Ouais. Ça, c'est important pour moi parce que puis c'est une chose qu'Anne-Marie m'a appris. Là. Peu importe le métier, peu importe ton parcours, ta vie, là, chaque personne vaut vraiment son pesant d'or. Puis je suis allé rencontrer des porn stars, puis ils sont très cool, puis il n'y a vraiment rien. Mais les porn stars, puis on les appelait les OF d'aujourd'hui. Oui, OF d'aujourd'hui. Ils sont très chill. Dernièrement, on a eu des invités qui sont venus shoot un podcast, puis on fait la promotion. Je ne sais pas s'ils me permettent, je veux dire, il y a podcast exposé, 2 femmes que j'ai rencontrées qui font ça, puis sont très à l'aise, puis je trouve ça super intéressant. Encore là, quand tu sors de l'ignorance, puis tu apprends à connaître du monde. Quand tu es à l'aise, justement, parce que il y a des chiffres, je ne pourrais pas te le dire, mais tout le monde regarde la porn. Là. Tout le monde. Tout le monde. Puis même les vestons cravates que je déteste, vous regardez de la porn. Alors donc, arrêtez de juger. Puis s'il dit qu'il ne regarde pas la porn, là, abandonne cette relation-là, c'est un menteur. Une menteuse. Parce que le sexe, c'est naturel dans la vie. Là. C'est naturel. C'est naturel. C'est pour ça que, admettons, les podcasts les plus écoutés ici au Québec, ça parle de sexe. Et voilà. À qui je parlais ça? On devrait rebaptiser le Québec Québec sexuel. Vu que c'est vraiment ça les top sujets qui pognent dans le mainstream social media. N'importe quoi qui est textuel, extrapolé, ça pogne. Ah, tu vois, l'alarme vient de sonner. Tu vois que la preuve, parce que quand on dit que... Oh, merde. Parce que quand on dit que les Latinos, que c'est important, la famille, ben je dois voir la maman bientôt, même à 54 ans. Ah, mais t'as une bonne relation avec. Oui, oui. Non, mais que c'est important parce que quand on dit que nos parents nous aident dans notre parcours, là, puis même si mes parents, des fois, encore me posent des questions, parce que quand tu me parles de mes souvenirs, de des trucs que j'ai faits, j'ai des histoires que peut-être je dirai un jour avec des personnalités très grandes du milieu, des chanteurs, des acteurs américains et tout ça. C'est le fun parce que ça m'a permis d'ouvrir mon esprit. Quand je travaillais avec Julie Snyder après l'émission, je sortais avec toutes les vedettes. On fermait les bars, on ouvrait les bars. Et puis, ben, c'est ça que ça a permis d'apprendre plein de choses. Fait que, si je comprends bien, c'est comme, gars, je ne suis pas pour Jinx, mais si demain, vraiment tout s'arrête, tu es quand même fier de dire que tu as vécu. Ah oui, oui! T'as vécu ta vie. Sincèrement, là. On me le demande, là, puis ça, je le dis sans aucune prétention, je le dis toujours, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Puis sincèrement, regardez, j'ai vu Jason Priestley, l'acteur de Beverly Hills 90210.
Il était au sauna, le premier After Hours de mon ami François. Il est tombé à 4 pattes. On l'a ramassé. On s'est reparlé après. Les extrêmes, on les a vécus avec Bruce Willis aussi à Montréal. On les a vécus. Mais en même temps, c'était l'époque où tout le monde se défoulait. Ça faisait partie peut-être les belles années, les Golden Years de Montréal, les années 90. Mais il n'y avait pas toujours un cellulaire après toi en train de voir si quelqu'un là, prend. un bon point. C'est ça qu'on n'avait pas de cellulaire. Fait qu'il n'y avait pas genre de blackmail. On en parlait, mais sauf qu'il n'y avait rien. Puis à la limite, là, moi, j'ai toujours dit que tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais si tu as des bonnes valeurs, puis si tu n'abuses pas des autres, là, c'est correct. Je trouve ça important, moi, de toucher certains extrêmes parce que tu sais c'est quoi la vie comme ça. Effectivement. Puis j'aime vraiment les conseils que tu donnes. Pareil que je partage avec toi, c'est à tous les jeunes, c'est vraiment... Moi, j'étais wild boy dans ma début vingtaine, puis j'en ai partagé. Moi aussi, je pense j'ai eu le titre « fuck boy ». On parlait de ça dans un autre podcast parce que quand tu as fini ta carrière, fuck boy, là, tu t'es marié. Fait qu'on a toute cette période-là, mais honnêtement... Je suis fier de l'avoir eu parce que j'ai vu des choses. Maintenant, je suis tranquille, puis je fais ce que j'ai à faire. Je m'occupe de ma fille, de ma femme, puis la vie est belle. Je m'occupe de la business. Ça fait partie de notre parcours. C'est pour ça que moi, ça m'a pris peut-être plus de temps. Ça m'a pris jusqu'à mes 40 ans. Mais en même temps, c'est correct, j'étais prêt. Mais regarde, on apprend, moi aussi, la relation. C'est un autre sujet. Un autre sujet. Mais Felipe, hey! Merci d'être venu, j'ai aimé ça, genre. Merci à toi. Puis je suis content vraiment, gars, on va faire un autre épisode parce qu'on va écouter toutes les histoires. Mais je vais entendre tes histoires. Dit qu'il voudrait qu'un jour que j'écrive mon autobiographie, on va voir si mais c'est ça que j'allais dire, c'est justement ça que j'allais dire. J'ai hâte de voir la biographie, toutes les histoires. Ouais. On va l'appeler, comment, regarde, je te donne un titre. Histoire de Montréal. Oui. Par Felipe. C'est drôle parce que justement, les histoires de Montréal, on en parlait justement du boulevard Saint-Laurent, qu'il y a tellement de choses à raconter. Là. Mais aussi à l'extérieur, parce que j'ai fêté mes 40 ans à Las Vegas avec des amis de Toronto, qu'on avait été voir le show de Motley Crue à Vegas. Et le truc drôle, c'est que 14 ans plus tard, la copine qui m'avait reçu à Las Vegas, une fille de Las Vegas, vient me voir bientôt. Alors donc, comme on dit, c'est pour ça qu'il faut toujours les relations humaines. Peu importe qui tu rencontres dans la vie, là, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Felipe, juste pour finir sur cette note, j'aimerais ça que Black Box Media s'occupe de ton Netflix series. Parce que ça va être fou. Oui, il y a plein des idoles avec... OK, juste pour finir, quel acteur voudrais-tu qu'il fasse ton Netflix series? Non, je sais pas. Ben, moi j'ai un acteur que j'admire, puis donc j'ai eu la chance d'avoir son autographe et qui me l'a envoyé lui-même grâce à un photographe français qui est malheureusement décédé l'année dernière, qui était son photographe attitré, l'acteur américain Mickey Rourke. Mickey Rourke, ouais. Oh shit. Ben, lui, il m'a envoyé son autographe, il l'a signé, et lorsqu'il signe un autographe vraiment de manière sincère et personnalisée, il signe son nom, Mickey, mais aussi son nom de son frère qui est décédé et son nom de son chien préféré, Yoki, qui est décédé. Alors ça, je l'ai chez moi. Moi, j'ai même fait une partie de ma maîtrise sur Mickey Rourke parce que je trouvais intéressant comment les médias peuvent décrire quelqu'un. J'ai fait une partie de ma maîtrise en biologie de l'image. Boy, là. Justement, parce que lui, il battait un petit peu c'était l'ère Reagan aux États-Unis. Bref, j'aime détailler les gens, le look, l'attitude, le style, qu'est-ce qu'on exprime dans les médias. Alors, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais bon, il est rendu vieux, plus âgé maintenant. Puis on dirait que juste pour finir sur là, je sais que ça fait genre 3 fois que je finis. Ben, on dirait genre une personnalité qui me vient, t'as genre un Ric Flair en toi. Felipe, voilà, si. Yeah, Felipe, merci beaucoup d'être venu. Yellow Sea Podcast, guys. C'était un plaisir. Ciao, guys. C'était du feu. Ciao. Barber. Okay. C'est mon barber. Toi, tu y vas souvent. Ouais, exactement. Puis Rosemont, c'est le lubrifiant social. Black Box, la casse qui nous donne l'espace. Fait que là, c'est question d'aller remplir les espaces. Tu vois, j'ai 4 spots disponibles encore. On va demander Beach Day. Hey, Primo!